Bonjour à tous. On vous remercie de nous permettre de présenter aujourd'hui cette étude qui s'appelle « Obstacles et opportunités du dépistage de l'albuminurie en soins primaires ». Je suis Agnès Oudeng-Bering, je suis médecin généraliste près de Perpignan et maître de conférence au département de médecine générale de la faculté de Montpellier-Nîmes. Et aujourd'hui, l'oratrice principale sera l'une des participantes au projet, Élodie Renck, qui est médecin généraliste près de Perpignan, actuellement remplaçante. Nous avons aussi la chance de vous dire que cette étude vient d'être acceptée dans le journal clinique de l'Association américaine de néphrologie. Et nous n'avons aucun conflit d'intérêt. Alors, un mot sur le contexte. Donc, on est parti d'un constat. 3 millions de patients diabétiques en France en 2021. Plus de 2 millions de patients atteints de maladies coronariennes ou insuffisance cardiaque. Et on estimerait à 6 millions de patients atteints de maladies rénales chroniques en France, eux-mêmes à risque cardiovasculaire. Dans le monde, ces pathologies se hissent depuis les années 2000 dans le top 10 des pathologies les plus mortelles. Donc, à la 5e position, on a les maladies rénales chroniques et toujours à la première position, les cardiopathies ischémiques. On comprend bien, via ces chiffres, qu'il y a un réel intérêt à faire de la prévention, mais aussi à dépister et à prendre en charge précocement ces maladies pour éviter leur évolution défavorable. Donc ça tombe bien, puisqu'on a un moyen, c'est le dosage de l'albuminurie. Alors c'est un excellent marqueur d'atteinte rénale précoce, mais aussi de risque cardiovasculaire. C'est un moyen simple de dépistage, puisqu'il se fait sur un simple échantillon d'urine. On lui distingue 3 seuils, et en association au DFG, il permet le suivi de la maladie rénale. Il est d'ailleurs recommandé donc annuellement dans la population à risque donc diabétique et hypertendue par la ROSP. Et en plus, aujourd'hui, on a des moyens thérapeutiques à proposer. Donc ici, pour rappel, on a les 3 seuils d'albuminurie avec en première colonne donc l'albuminurie sur 24 heures. Puis les 2 dernières colonnes, c'est l'albuminurie sur échantillon d'urine, donc le RAC. Donc en fait, on associe l'albumine, on le rapporte à la créatininurie. Et en fait, quotidiennement, on excrète 1 gramme de créatinine, ce qui fait que, comme vous pouvez le constater, les seuils en milligrammes par 24 heures et milligrammes par gramme sont sensiblement les mêmes, d'où l'équivalence. Donc plus d'intérêt à faire les urines de 24 heures. Le deuxième rappel, ça va être la classification KDIGO, qui est un très bon outil, donc qui permet de voir le risque de progression de la maladie. Donc on a les stades de maladie rénale associés au RAC. Et on voit très bien qu'à un niveau A3 d'albuminurie, on a un risque élevé de progression de la maladie, et ce même à des stades donc 1 et 2, où le DFG est normal, voire légèrement diminué. Donc l'albumine présente quand même plusieurs atouts, mais ça reste encore insuffisamment prescrit. On a voulu savoir pourquoi. Donc on a essayé de comprendre comment les médecins généralistes intégraient les différents dosages urinaires de dépistage dans leur pratique. Un mot sur la méthode. Nous avons choisi une approche phénoménologique, c'est-à-dire une approche qui permet d'étudier les phénomènes complexes comme l'intégration ou non d'un test par l'expérience vécue des acteurs, ici les médecins généralistes. Le mode de recrutement des médecins était de type échantillonnage raisonné, c'est-à-dire qu'on cherchait des médecins avec une expérience particulière et la plus variée possible sur le sujet. Nous avons recueilli les données à partir d'entretiens individuels semi-dirigés et choisi une analyse sémiopragmatique réalisée par au moins 2 chercheurs pour les entretiens, donc pour permettre de trianguler les données. Et ce, au fur et à mesure du recueil, donc jusqu'à saturation théorique. Nous avions obtenu un accord du comité éthique. Je vais juste introduire les résultats. Alors, ça, c'est les tableaux que nous ont demandé la revue américaine. Vous imaginez bien, c'est pas très compatible avec les études quali habituelles, mais en même temps, ça permet d'éviter d'identifier trop les patients, donc c'est bien conforme au RGPD. Il n'est pas très lisible ce tableau, surtout qu'il y en a plus à dire. Juste, ça peut justifier qu'on a quand même eu un échantillon de médecins assez varié, et notamment avec des expériences spécifiques pour certains en diabétologie, en néphrologie, et on a justifié de comment on avait sélectionné ces médecins. Sur les 36 contactés, finalement, à 24 entretiens, on a constaté bien que les catégories étaient de plus en plus saturées, et on a arrêté le recueil à 27.
Les résultats sur le sens, maintenant, plus la description des participants. 5 catégories phénoménologiques ont émergé. Vous verrez que les 4 premières, elles vont vraiment répondre à la question de pourquoi et comment on intègre ces tests. Et la 5e va présenter des pistes d'amélioration, puisqu'on les questionnait en leur disant, vous voyez, en fait, c'est pas vraiment fait, comment on pourrait améliorer les choses. Et je présenterai donc juste la première catégorie. C'est assez dense à lire, c'est le principe de la phéno, c'est mieux pragmatique. Alors ça rend les choses complexes, mais quand on a le temps, vous verrez que c'est un énoncé qui intègre en fait toutes les dimensions du phénomène, donc toutes les sous-catégories. Et donc cette première catégorie, quand on a interrogé les généralistes sur pourquoi ils faisaient ça, les tests de dépistage, ils nous ont dit qui suivaient les recommandations, qui considéraient que les dosages de protéines urinaires, c'était un bon outil de dépistage annuel, systématique, d'une atteinte rénale, qui définissait plus ou moins de la même manière, chez des patients à risque, mais que les patients à risque, chez eux, c'était franchement les diabétiques, un peu les hypertendus, parce que la ROSP y était pour quelque chose. Donc, sur chaque sous-dimension, on pourrait vous donner des verbatims, mais vous comprenez bien qu'on n'aura pas le temps. Donc là, on va juste illustrer la dimension de l'incitation par la ROSP. On en a plein, mais voilà, vous en avez un qui nous dit de toute façon pourquoi je le fais, parce que c'est la Sécu qui a systématisé, ou ils nous ont enquiquiné à le faire, et voilà. Alors, dans la catégorie 2, en fait, les médecins généralistes, en pratique, ils ne voient pas vraiment l'intérêt et le bénéfice du test. Donc, les médecins, ils ont bien conscience de l'intérêt des mesures néphroprotectrices. Donc, ils vont gérer les comorbidités, vont penser à introduire les IEC, les ARA2, à éviter les médicaments néphrotoxiques. Par contre, ils sont vraiment sceptiques quant à la capacité de ces dosages à engendrer vraiment un changement thérapeutique. En fait, ils ont simplement le sentiment de renforcer ou maintenir les mesures néphroprotectrices qu'ils ont déjà mis en place. Et ça, c'est encore renforcé par l'attitude passive des spécialistes qui, en fait, proposent aucun examen complémentaire. Donc, finalement, à part surveiller ce dépistage, il apporterait pas grand-chose de plus. On a aussi constaté, en fait, que les nouvelles thérapeutiques, donc les inhibiteurs SGLT2, ils sont peu connus et encore vraiment pas intégrés dans la pratique. Donc, parmi les verbatims, on a GPMN2 qui illustre très bien. Donc, dans les recommandations, on dit qu'il faut le doser tout le temps, mais bon, une fois que c'est fait, qu'est-ce qu'on fait? Donc voilà, je le fais plus. La catégorie 3, elle montre une réelle confusion dans le choix et dans l'interprétation des dosages. Donc effectivement, on a un sacré nombre de dosages. Et en fait, pourquoi? Parce qu'il y a un manque de connaissances. Mais il y a aussi l'intervention des biologistes qui a tendance à un petit peu apporter la confusion, puisqu'ils imposent un dosage, même malgré la prescription du médecin, par souci de remboursement. Il y a aussi une réelle méconnaissance en fait, de seuil d'action qui mène à une interprétation par les médecins plutôt qualitative, subjective. Et au final, les médecins finissent toujours par se référer au DFG pour prendre une décision thérapeutique. Et ce manque de certitude invite toujours, les généralistes, ils recontrôlent tout le temps le dosage parce qu'ils ne savent pas quoi faire, donc ils recontrôlent. Voilà, puis ils adressent au néphrologue, mais c'est complètement variable d'un médecin à l'autre parce que on ne sait pas quoi faire. Donc là, effectivement, GP17 l'illustre aussi, quoi. Alors le RAC va l'interpréter. Parce que les biologistes, ils te le font automatiquement. Tu demandes la microbiote, tu te retrouves avec quoi? Le ratio. Et ça, je ne sais pas du tout l'interpréter. La catégorie 4, elle évoque plutôt l'acceptation du dépistage par les patients. Donc en fait, on peut penser... les médecins généralistes, pour certains, ils ont gardé l'image négative des urines de 24 heures, car trop contraignantes. Et donc, pour eux, c'est un vrai obstacle au dépistage. Il y a aussi la nécessité d'avoir une bonne adhésion du patient, donc par approche éducative que certains médecins vont trouver simple, mais d'autres vraiment complexes parce que ça demande du temps. Donc ça demande du temps, mais aussi un effort de persuasion, et ce d'autant plus chez les personnes qui sont défavorisées ou qui n'ont pas conscience de leur maladie parce qu'elle est dite invisible par la plupart des médecins. Il y a aussi une question éthique par rapport
aux personnes âgées ou les personnes qui ont une espérance de vie courte, est-ce que vraiment on va les embêter à faire ce dépistage? La catégorie 5, elle, on voit que les médecins, ils ont quand même une volonté de mieux faire, donc ils suggèrent des axes d'amélioration, et notamment donc une meilleure coordination pluridisciplinaire, où on pourra impliquer par exemple les infirmières, donc IPA ou ASALE. Voilà, ça pourrait se discuter. Ils aimeraient aussi des directives claires et qu'elles soient facilement accessibles. Et puis, ils ont aussi dit qu'il faudrait peut-être sensibiliser la population à risque, par exemple par des campagnes de dépistage ou un dépistage de masse en envoyant des flacons à domicile pour faciliter la collecte d'urine. La discussion, donc bien sûr, on a des forces et des limites comme dans toute étude. On ne va pas les détailler par manque de temps. S'il y a des questions, vous n'hésitez pas. Et parmi les perspectives, donc, il y a surtout réviser les indicateurs de la ROSP en intégrant la totalité de la population à risque de maladie rénale. Parce qu'effectivement, elle ne se limite pas aux diabétiques ou aux hypertendus. La liste, elle est bien plus longue et on est confronté à ce type de patients régulièrement. Également, il faudrait vraiment mettre l'accent sur la notion de double risque cardiovasculaire et rénal, élaborer des recommandations transdisciplinaires, c'est-à-dire se fixer sur un dosage précis, on intervient à tel seuil et on propose telle thérapeutique de manière commune et à toutes les spécialités, quoi, hein, endoc, cardio, néphro, voilà. Et il faudrait davantage intégrer donc, les nouveaux traitements qui permettent de ralentir la progression de la maladie. Donc en conclusion, le dépistage urinaire est principalement réalisé au sein de la population diabétique et hypertendue. Le RAC tend à prendre sa place mais reste insuffisamment prescrit et largement incompris. Le risque cardiovasculaire n'est pas connu par les médecins généralistes. Et une meilleure sensibilisation des médecins sur l'importance de ce dépistage semble indispensable, notamment dans la prise en charge cardiovasculaire, et une meilleure connaissance et maîtrise des inhibiteurs SGLT2 pour également accroître l'intérêt de ce dépistage. Et merci pour votre attention. Merci beaucoup. On va pouvoir passer aux questions. Bonjour, Marc Beignet, je suis médecin généraliste au sud de Poitiers. J'ai une question un peu double pour vous. Moi, j'ai remarqué dans ma pratique le fait que j'ai des gens en fait qui ne le fassent pas, c'est simplement parce qu'ils ont oublié d'aller prendre un pot d'urine et du coup systématiquement ça revient pas de prélèvement d'urine, donc pas de prélèvement d'urine, pas de microalbuminurie, ce qui paraît relativement logique. Je l'ai pas entendu sortir dans vos résultats, donc c'est la première partie de ma question. Ouais. Et je vais glisser sur la deuxième. Est-ce que vous pensez que nous-mêmes en fait dans tout ce qu'on a à leur proposer aux patients, ces patients diabétiques, hypertendus, voilà, est-ce que c'est vraiment un élément qui est vraiment mis en avant par les généralistes et surtout à l'heure où on nous dit il faut prescrire peut-être un petit peu moins, faire moins de biologie, faire moins, on nous dit bah oui mais il faut faire un test urinaire tous les ans et du coup moi je lutte avec mes patients, en particulier les hypertendus en disant non mais la prise de sang annuelle peut-être qu'on peut peut-être faire tous les 18 mois, on va tenter un truc et par contre on nous dit par contre tous les ans c'est la microalbuminurie et du coup il y a une forme de discordance un peu paradoxale pour les patients. Oui, alors par rapport déjà aux examens urinaires, on a eu la moitié, on va dire, des médecins qui nous ont dit « Ouais, mais c'est compliqué, les urines, ils oublient tout le temps de le faire. » Et l'autre moitié qui nous ont dit « C'est hyper simple, je leur donne le pot à la sortie de consultation et c'est fait. » Donc voilà, et après, il y en avait certains qui nous disaient « Bon, j'essaye de vulgariser un peu la chose, quoi, en expliquant très simplement que voilà... » On regarde ce qui passe à travers le rein. Est-ce que votre tension, elle a dégradé effectivement cette petite passoire qui est le rein, qui filtre les protéines. Et du coup, ceux-là me disent, j'ai l'impression que c'est fait. Après, c'est vrai qu'on a eu un médecin aussi, donc dans la région de Perpignan, où on a une population assez défavorisée. Lui, il pensait que c'était fait. Il a regardé dans ses données et c'est pas fait. Voilà, donc effectivement. Après, moi, je pense que si on leur explique, moi, c'est ce que je fais, je leur explique le pourquoi on le fait et je leur dis qu'effectivement, c'est annuellement si c'est simplement un suivi et qu'il n'y a pas de perturbation majeure. Donc, je pense qu'ils l'entendent, ils le reçoivent bien, ils sont étonnés aussi. Ah bah tiens, on me l'a jamais fait faire. Moi, c'est souvent ce qu'ils me répondent. Voilà. Juste, on a une étude chez les patients en cours, quand même, qui parle pas que de ça. On n'a pas parlé que du pipi, mais on en parle aussi.
Et après, la deuxième question. La deuxième question, c'était dans un contexte où on devrait déprescrire. Alors, pareil, moi je suis tout à fait là biaisée puisque c'est mon sujet de thèse, mais il est possible qu'on nous demande en fait de ne plus trop regarder ou de moins regarder le DFG et de plus se centrer sur l'albuminurie parce que ce soit pour l'évaluation du risque cardiovasculaire ou de la maladie rénale chronique, on en a parlé avec Kylian tout à l'heure dans sa proposition, on n'arrête pas de nous dire on ne suit pas les recos, mais les recos elles sont pas tout à fait applicables et en gros on n'aurait même pas assez de néphro pour voir tous les gens qu'il faudrait qu'ils voient et ils voient pas les bonnes personnes. Et on pense que l'albuminurie, alors c'est ce que les études montrent de plus en plus, que l'albuminurie par le RAC va permettre de mieux orienter, y compris des gens un peu âgés. Ceux qui ont vraiment une albuminurie qui évolue, ce serait beaucoup plus pertinent par rapport au DFG seul. Bon, c'est à montrer encore. Bonjour, merci beaucoup pour votre travail. Je suis Bernadette Zambon, je suis chef de clinique à Versailles. Je suis particulièrement intéressée parce qu'on est en train de lancer un projet de recherche sur notre département sur l'adressage ambulatoire réciproque entre médecins généralistes et néphrologues, notamment dans la maladie rénale chronique, qui va avoir pour but d'étudier les recommandations, mais aussi les parcours de soins du patient et de faire une méthode de consensus afin de redéfinir les territoires professionnels des uns et des autres et les modalités et les conditions d'adressage, savoir qu'est-ce que nous on peut faire en fait avant d'adresser au néphrologue et prioriser les gens qui ont vraiment besoin d'être vus par un spécialiste. Donc merci beaucoup pour votre travail. Et tu étais là tout à l'heure sur la présentation qu'a fait Kylian Elgouarch. Donc, on a fait une revue de la littérature qui montre vraiment ça. Qu'en fait, même toutes les recos, on a fait une revue sur les recos, elles sont pas toutes d'accord sur le seuil d'adressage. Et en plus, on n'adresse pas forcément les bonnes personnes et on ne connaît pas les rôles. On n'arrive pas à préciser qui fait quoi dans cette cogestion. Donc, l'étude va être forcément intéressante pour savoir qui fait quoi. Et effectivement, on a un rôle quand même central parce que c'est nous qui devons prévenir l'évolution. Et effectivement, comme on disait tout à l'heure, les néphrologues ne peuvent pas gérer tous nos patients. Donc, c'est-à-dire qu'à des stades mineurs où on parle juste de maladie rénale et pas d'insuffisance, là, c'est à nous de gérer, ça c'est clair. Et par rapport à cette idée de surenchérir dans les prescriptions, c'est pas du tout le but, mais peut-être qu'il faudrait trouver un trait d'union justement entre toutes les spécialités et dire qu'effectivement, par exemple, pour l'hypertenseur, choisissez peut-être davantage l'IEC, l'ARA2, voilà. Et après, effectivement aussi, ce qui est souvent mal compris, c'est que les IEC et les ARA2, on les utilise mais à dose max tolérée. Donc ça ne veut pas dire que si le patient il est à 12, il ne peut pas majorer celui-là en premier. Donc ça veut dire qu'il faut majorer d'abord ce traitement-là et pas surenchérir dans un deuxième. C'est vraiment maximal toléré, c'est pas parce qu'il est à 12 que c'est bon. Il y a des recommandations, le Cadigo, lui, il dit qu'il faut être inférieur à 12. Et pourtant, nous, on a tendance à considérer que tension est équilibrée. Donc, qu'est-ce que je fais ? Je fais rien de plus. Donc, non, il faut encore monter d'un cran. Voilà. Après, on a la complexité, effectivement, avec les personnes âgées, où il faut quand même faire attention qu'il n'y ait pas des risques de chute et qu'on engendre d'autres problèmes. Ça, c'est clair. Donc, il y a toujours cette balance bénéfice-risque. Je voulais juste avoir une petite précision. Vous parlez donc, vous avez montré dans le diaporama que 24 heures ou sur échantillon d'urine, c'est suffit. J'ai toujours entendu dire, et toutes les études ont été montrées, que la recherche de maladie rénale dépendait des premières urines du matin. Est-ce que ça, vous l'aviez demandé aux patients ou pas, de préciser? Moi, dans ma pratique, il y a aussi une solution, un point à améliorer. Quand je vois mes étudiants qui sont avec moi, quand je leur demande de prévoir le bilan systématique de surveillance de l'hypertendu du diabète, jamais ils ne pensent à doser la protéinurie ou l'albuminurie. Jamais. Ils vont faire tout le bilan biologique, mais les urines, jamais. Donc il y a peut-être aussi, au niveau formation, à agir beaucoup, et nous, maîtres de stage, peut-être aussi. Et puis oui, l'adage, c'est je dose, qu'est-ce que je fais quand j'ai un résultat, hein, ça c'est l'inertie thérapeutique, qu'est-ce que j'en fais, bien sûr. Bon, j'espère que ça devrait s'améliorer aussi de ce côté-là. Juste pour rebondir, effectivement, il y avait la première question sur... j'ai perdu. Première question. Les urines du matin. Alors, le Cadigo qui vient de sortir en 2024 dit c'est mieux le matin à jeun, mais ils ont quand même montré que c'est mieux un RAC à n'importe quelle heure que pas de RAC du tout. Sur la question de les internes ne le font pas, alors
Ça dépend. Moi, je trouve que les internes, souvent, ils sont parfois aussi bien au goût du jour des dernières choses. Mais mon directeur de thèse te dirait que finalement, il dit depuis qu'il travaille là-dessus, il me dit, Agnès, il faut qu'on fasse du quali parce qu'on sait bien que les recos existent depuis 20 ans et finalement, on voit bien qu'elles sont pas suivies. Dans mon service, si je fais des stats, je vois bien que je ne reçois pas des patients qui évoluent. Ils suivent les néphros, des gens qui n'évoluent pas aussi. Enfin, donc, si tu veux, on a vraiment cette notion que on a besoin d'améliorer les choses pour que les bonnes personnes soient adressées au bon moment. Et la dernière remarque, c'était la formation. Mais pareil, je renvoie à la revue de la littérature. Ce qui est sûr, c'est que ne faire que former, ça suffit pas. Donc, le directeur de thèse, il dit, maintenant, j'ai complètement changé grâce au ROSP, etc., mon discours aux généralistes. On a enseigné la néphro sur des trucs, enfin, moi, personnellement, imbitables. Je ne comprenais rien à la néphrologie. C'était le glomérule, le tubule. Alors qu'on forme des médecins généralistes qui devraient surtout retenir, finalement, le malade rénal chronique ou potentiel, c'est un patient à risque cardiovasculaire. Il va faire des AVC, il va faire plein de choses qui coûtent. C'est pas forcément la dialyse et la transplantation qui coûtent très cher. Donc oui, on doit mieux former, mais on doit aussi le faire à tous les niveaux. Et pour juste compléter peut-être par rapport à cette histoire d'urine du matin, en fait, si on le faisait sur 24 heures avant, c'était parce qu'il y a une variation quotidienne de l'albumine. Sauf qu'en fait, ça varie en même temps que la créate. Donc, en fait, au final, peu importe, ils peuvent le faire à n'importe quel moment dans la journée. L'essentiel, c'est que ce soit fait, quoi. Et par rapport à la formation, c'est vrai qu'au niveau des collèges, alors c'est assez hallucinant parce qu'on a de tout. Dans le collège de cardio, c'est pas montré comme facteur de risque cardiovasculaire, ce qui est quand même assez fou. On parle juste d'insuffisance rénale et pas du tout de maladie rénale. Donc déjà, l'étudiant, voilà. En endoc, c'est... Alors aujourd'hui, l'HAS recommande de faire le RAC. Mais bon, si vous voulez faire les urines des 24 heures, faites-le quand même avec la microalbuminurie. Donc bon, l'étudiant, moi je me dis, il doit être complètement perdu, quoi. Il y a juste titre. Donc il faut vraiment que en fait tous les collèges se rassemblent et disent c'est ça. Et puis il n'y a pas besoin de faire plus ni moins. Et puis on s'est rendu compte aussi quand on a interrogé les médecins qu'en fait les termes albuminurie, microalbuminurie, mais pour eux, c'est deux choses complètement distinctes. C'est assez fou. Parce que quand on leur a fait le listing, au début, on leur a posé la question, les dépistages, ça vous évoque quoi? Alors, microalbuminurie, ok, protéinurie éventuellement. Et quand on leur fait le listing, mince, l'albuminurie, j'y ai pas du tout pensé. Oui, mais c'est la même chose. Donc là, on a simplifié avec des seuils. Et en fait, microalbe, c'est quoi? C'est le seuil A2, tout simplement. C'est un taux faible, mais déjà augmenté. Donc il y a déjà ça, les termes où effectivement il y a vraiment une confusion. Enfin, on sent que voilà. Et c'est vrai que lors des entretiens, la plupart des médecins étaient quand même extrêmement gênés parce qu'on sentait vraiment un stress dès la première question. Qu'est-ce qu'il me demande? Je vais pas réussir à répondre. Et bon, après on les rassure en disant que même nous, on est passé par là et qu'effectivement, on se rend compte quand même que c'est quelque chose de simple, mais c'est quelque chose de simple, quoi. Merci beaucoup.